Mathias Hounpé, bonjour. Bonjour. Du point de vue des avancées démocratiques en Afrique de l'Ouest, est-ce que 2024 est un bon cru ou un mauvais cru ? Moi, je dirais grosso modo que c'est un bon cru parce que nous, en Afrique de l'Ouest, on a organisé des élections dans 2 pays et dans ces 2 pays, ces élections se sont plutôt bien déroulées avec des résultats qui témoignent, je veux dire, à la fois de la confiance des citoyens en la démocratie aux élections, qui témoignent de la capacité des institutions des pays concernés à jouer convenablement leur rôle et aussi de la capacité des citoyens à s'organiser pour protéger la démocratie, protéger les élections. Alors on va reparler du Sénégal et du Ghana, mais dans les États dirigés par des juntes militaires, est-ce que toute chance de retour à la démocratie a disparu cette année ? Ou est-ce qu'au contraire, dans la nuit, vous avez distingué quelques lueurs d'espoir démocratique ? Si c'est pour 2024, ça m'étonnerait qu'il y ait des initiatives de retour à l'ordre constitutionnel. Mais moi, je n'ai pas de doute que dans ces pays, il faudra bien retourner à l'ordre constitutionnel à un moment donné. Parce que pour ce que je sais des pays en transition en Afrique de l'Ouest en ce moment, je ne connais pas un seul où les autorités de transition pensent que c'est des militaires qui doivent diriger nos pays ou que c'est pas des coups d'État qu'il faut diriger nos pays. Donc eux tous croient qu'il faut organiser les élections et créer un environnement où le pouvoir peut se passer de manière pacifique et avec le consentement du peuple. Il y a 10 mois, au Sénégal, quand le président Macky Sall a annoncé un report de l'élection, les pronostics étaient très pessimistes, vous vous souvenez, et puis finalement, tout s'est bien passé. Par quel miracle ? Je pense parce que il y a eu 2 ou 3 choses. La première, pour moi, les institutions ont bien joué leur rôle. Si vous prenez, par exemple, l'organe de gestion des élections, vous prenez le Conseil constitutionnel, chacune de ces institutions a joué convenablement son rôle. Deuxième élément important, les citoyens sont sortis pour exprimer clairement ce qu'ils voulaient. Et quand je dis les citoyens, que ce soit les citoyens ordinaires qui sont sortis dans les rues, que ce soit les organisations de la société civile, les associations professionnelles, tout le monde est sorti pour exiger ce qu'il voulait. Et le troisième facteur, c'est quand même que le président Macky Sall a compris que le peuple voulait autre chose et a laissé passer. Parce que vous connaissez bien des pays où, malgré tous ces signaux, le président aurait pu insister et entraîner le pays dans le chaos. Alors dès le lendemain du scrutin présidentiel, dès le 25 mars, et contre l'avis de Macky Sall d'ailleurs, le candidat du pouvoir sortant, Amadou Ba, a reconnu sa défaite et a appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut le saluer, mais il faut aussi reconnaître que c'est une habitude au Sénégal. Vous vous rappelez Abdou Diouf, vous vous rappelez Abdoulaye Wade. Donc maintenant, le candidat Ba a reconnu. Je crois qu'au Sénégal, c'est vraiment une habitude que les perdants reconnaissent spontanément leurs échecs. Alors quand il était dans l'opposition, le PASTEF d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye dénonçait la brutalité du régime de Macky Sall. Et de fait, la répression des manifestations de 2021 et 2023 a fait plusieurs dizaines de morts. Aujourd'hui, Mathias Hounpé, craignez-vous une dérive autoritaire de ce même PASTEF, maintenant qu'il est au pouvoir ? Moi, je pense que ça va être très difficile pour eux parce que, justement, ils ont été victimes eux-mêmes de la brutalité politique. Et donc, je crois que ça devrait être plus difficile pour eux de prendre ce chemin. Autre alternance démocratique cette année en Afrique de l'Ouest, le Ghana, où la présidentielle a marqué le retour au pouvoir de l'ancien président, John Dramani Mahama. Est-ce que le Ghana peut être un exemple pour toute la sous-région ? Je pense que le Ghana peut l'être parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments positifs qu'il faut souligner dans la manière dont on est allé aux élections au Ghana. Par exemple, le Ghana, c'est le pays, quand vous prenez la sous-région, où la commission électorale fait beaucoup d'efforts pour gagner la confiance des citoyens. Vous savez, au-delà de la réalité de votre gestion des élections, la confiance des parties prenantes est extrêmement importante. Et au Ghana, cette commission, jusqu'au dernier moment, elle a fait concession sur concession pour augmenter la transparence dans le processus. Au Ghana, si vous voulez, les partis politiques se donnent les moyens de jouer correctement leur rôle. Vous imaginez que le perdant a concédé la victoire sur la base des résultats collectés par le parti lui-même. Ils n'ont même pas attendu la proclamation de résultats provisoires par la commission. C'est sur la base des résultats qu'ils ont collectés eux-mêmes. Ça veut dire qu'un parti politique au Ghana est capable, le soir des élections, de collecter suffisamment de résultats pour savoir s'il a perdu ou non. Et donc pour moi, c'est une leçon pour les partis politiques dans la sous-région, c'est une leçon pour les commissions ou les organisations qui gèrent les élections en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier. Et pour
moi, vraiment, il y a des choses qu'on peut apprendre sur les élections au Ghana. L'un des grands rendez-vous électoraux de l'année prochaine, c'est la présidentielle de Côte d'Ivoire. C'est en octobre prochain. Qu'est-ce que vous en attendez? Disons que je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, la commission électorale a besoin de faire beaucoup plus d'efforts pour gagner la confiance des citoyens. Et donc, je pense que l'environnement en Côte d'Ivoire est un environnement qui a besoin d'un peu plus d'efforts pour réduire les vulnérabilités qui pourraient faire une fois encore que la Côte d'Ivoire organise des élections avec des risques de conflit. Parce que vous estimez que la commission électorale indépendante, la CEI, ne fait pas consensus? Bon, disons qu'au-delà même de ça, cette commission a une histoire. Et l'histoire de la commission fait que vous avez d'un côté des gens qui ne sont pas d'accord, vous avez de l'autre des gens qui sont d'accord mais ne sont pas rassurés. Donc je pense qu'il y a un effort à faire de la part de la commission elle-même et de la part des acteurs politiques, de la part des acteurs de la société civile pour qu'il y ait comme un environnement de collaboration qui rassure tout le monde, qui crée plus de transparence dans le processus et qui amène donc chacun à avoir plus confiance en la commission. C'est l'un des éléments clés. Et si le président Ouattara décide de se présenter pour un 4e mandat, qu'est-ce que vous en penserez? Oh, disons que ma position sur cette question est connue. Moi, j'ai pensé qu'il n'aurait pas dû se présenter pour le 3e mandat. S'il se décide à aller pour le 4e, tout le monde sait que ça va être encore un élément de clivage supplémentaire. Est-ce que ces alternances réussies au Sénégal, au Ghana, peuvent aussi avoir un impact dans un pays comme le Togo, où le régime est en train de changer de constitution? Je ne suis pas sûr que les élections qui se sont déroulées au Ghana et au Sénégal peuvent avoir une influence sur ce qui se passe au Togo. Lorsque des présidents dus au pouvoir au-delà d'une certaine limite, c'est très difficile de les voir laisser simplement le peuple s'exprimer et d'écouter le peuple et de se soumettre à la décision, aux décisions du peuple. Et donc, moi, je ne lirai pas, par exemple, ce qui s'est passé au Ghana et au Sénégal, je ne lirai pas ça à la situation au Togo et je ne verrai pas ça comme une dynamique qui pourrait avoir une influence quelconque sur ce qui se passe au Togo. Mathias Hounpé, je vous remercie.